C'est quoi le changement climatique? Un changement climatique, c'est quand le climat d'une région ou de la planète entière change pour des centaines d'années. Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle, ou bien être causé par l'homme. Actuellement, nous vivons une période de réchauffement climatique. La température monte sur Terre. Mais ce réchauffement est-il naturel ou causé par l'homme? Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que ce réchauffement climatique est dû à la pollution produite par l'homme. Nous rejetons trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, comme le CO2, issus des fumées des voitures, captent l'énergie du soleil. Cette énergie se transforme en chaleur, qui réchauffe l'atmosphère. Puis l'atmosphère réchauffe les océans. Résultat, la météo change. Il pleut énormément sur certaines régions et d'autres subissent des sécheresses inhabituelles. Les pôles se réchauffent, la glace fond, le niveau de l'eau monte et menace d'inonder certaines régions du globe. Enfin, ces changements climatiques entraînent aussi l'apparition de phénomènes météo violents, comme les cyclones. Ces changements, une fois lancés, sont très difficiles à inverser. Les océans vont mettre des centaines d'années à se refroidir, même sans pollution. Et la pollution a une longue durée de vie. Le CO2, par exemple, met 100 ans à disparaître de l'atmosphère. Voilà pourquoi il n'est plus temps de se demander si l'homme est responsable du changement climatique, mais bien de réagir en changeant notre mode de vie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? D'où vient la pollution de l'air? Le climat de la Terre change. Il se réchauffe, principalement à cause de gaz produits par l'activité humaine, les gaz à effet de serre. Ces gaz, en s'accumulant dans l'atmosphère, augmentent l'effet de serre naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'ils agissent comme une couverture. Ils empêchent la chaleur du soleil de s'échapper dans l'espace. Mais d'où viennent ces gaz? Le plus répandu, le CO2, vient principalement des centrales électriques qui fonctionnent grâce au charbon, au gaz ou au pétrole. Les centrales brûlent ces produits pour fournir de l'électricité, et cela rejette de la fumée qui contient du CO2, mais aussi d'autres produits polluants. En Europe, sur les 30 plus gros pollueurs, 26 sont des centrales électriques. Le reste de la pollution au CO2 est principalement produit par de grosses usines, les transports routiers et nos habitations. Mais le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Le méthane et l'oxyde d'azote sont aussi polluants. Et là, c'est l'agriculture qui est championne sur le rejet de ces gaz. Élevage d'animaux, culture de céréales et autres. C'est pour lutter contre cela que depuis 1997, environ 180 pays se sont engagés à réduire la production de ces gaz. C'est le protocole de Kyoto. Hélas, les deux plus grands pays pollueurs, les États-Unis et la Chine, n'ont pas prévu de s'engager dans ce protocole. Prochain rendez-vous, le 30 novembre, pour la conférence internationale Paris Climat 2015. Objectif, limiter à 2 degrés l'augmentation de la température sur Terre. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Est-ce vrai que l'été 2015 était le plus chaud dans le monde? Oui, le mois de juillet 2015 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1880, date à laquelle les températures ont commencé à être enregistrées. Et encore plus inquiétant, 2015 pourrait aussi être l'année la plus chaude jamais connue. La moyenne des 7 premiers mois réunis a déjà dépassé tous les records de chaleur. Mais c'est grave, cette montée de température? Quand on dit que la température moyenne du globe en juillet 2015 est de 0,81 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, on peut penser que c'est peu. Cela se traduit par des températures records, comme par exemple celle de 74 degrés Celsius à Bandar Machar, en Iran. Mais surtout par une élévation de la température des océans, de 0,75 degrés Celsius. Ce réchauffement est grave, car les océans sont essentiels pour réguler le climat. En effet, ils occupent 70% de la surface de la Terre et absorbent une grande partie du CO2 de l'atmosphère. Or, la pollution produit toujours plus de CO2 à absorber par les océans, ce qui les rend plus acides. La montée des températures et cette acidité sont un vrai danger pour la vie marine. Les barrières de corail en sont déjà victimes. Et le niveau des eaux monte, la chaleur fait fondre les glaces, et cela augmente le volume des océans. Actuellement, le niveau des océans monte de 3,5 mm par an, et l'existence de certaines côtes et petites îles sont menacées. Voilà pourquoi les pays organisent cette année une conférence sur le climat à Paris pour limiter la montée des températures à 2 degrés Celsius au maximum. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pourquoi faut-il économiser l'eau? L'eau douce est indispensable à la vie sur notre planète. On en a besoin pour vivre, pour se laver, et surtout, même si ça ne se voit pas, pour produire notre nourriture, nos vêtements et tous les objets qui nous entourent. Mais la quantité d'eau disponible est limitée, alors que les besoins sont toujours plus importants. Alors, comment faire pour économiser l'eau? Chaque Français consomme 150 litres d'eau par jour en moyenne. L'eau coule du robinet quand tu te brosses les dents, que tu te laves les mains, que tu te douches ou que tu tires la chasse d'eau. Tu peux l'économiser en fermant simplement le robinet le temps que tu te savonnes le corps, les cheveux ou que tu brosses tes dents. Avec une douche de 5 minutes, tu utilises 80 litres d'eau contre 160 litres pour un bain. Un choix facile à faire pour réduire ta consommation d'eau. Mais le plus étonnant est que tu feras les plus grosses économies en eau en mangeant moins de viande et des fruits et de légumes de saison. Car pour produire notre nourriture, d'énormes quantités d'eau sont nécessaires. Pour bien grandir, un bœuf, par exemple, boit de l'eau et est nourri par des céréales et du fourrage, qui eux-mêmes ont été arrosés pour pousser. Ainsi, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, et 3 000 litres pour cultiver 1 kg de riz, et 55 litres pour 1 kg de tomates. Tu comprends maintenant pourquoi une bonne façon de réduire ta consommation d'eau, c'est aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pourquoi faut-il protéger les océans? Plus de la moitié de la planète est recouverte par les océans. On les nomme Atlantique, Pacifique ou Indien. Cependant, pour être tout à fait juste, il faudrait parler d'océan mondial. Car tous les océans sont liés entre eux, partageant des courants marins qui font le tour de la planète. Mais quel danger menace l'océan? D'abord, il faut savoir que l'océan abrite des ressources naturelles de grande valeur, comme du poisson ou du pétrole. Certaines entreprises puisent trop dans ces réserves, ou polluent énormément quand ils le font. De plus, l'essentiel du transport de marchandises est fait par d'énormes bateaux qui parcourent les océans, causant encore davantage de pollution. Enfin, les changements climatiques perturbent l'équilibre de l'océan, ce qui met en danger les animaux qui y vivent. Or, l'océan mondial n'est pas seulement essentiel pour les animaux marins, il est essentiel pour toute la planète. L'océan produit la moitié de l'oxygène du globe. À sa surface vivent des algues microscopiques qui capturent le CO2 et rejettent de l'oxygène. La pollution et le réchauffement climatique perturbent ces algues, qui capturent moins de CO2, ce qui augmente le réchauffement climatique, et ainsi de suite. Ces algues sont aussi la base de l'alimentation de minuscules animaux, qui eux-mêmes alimentent de plus gros poissons. S'il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de poissons. Tout est lié, comme les océans sont liés entre eux, et comme notre vie sur la planète est liée à la bonne santé des océans. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pourquoi faut-il réduire les déchets? Les déchets, pour toi, c'est magique. Tu sors les poubelles le soir et au petit matin, plus rien. Pourtant, une fois collectés, ce n'est pas si simple de s'en débarrasser sans polluer la nature. En France, chaque habitant produit 354 kg de déchets par an, et seulement 20% sont recyclés, c'est-à-dire réutilisés pour fabriquer autre chose. Mais alors, que devient le reste des déchets? Il y a deux principales façons de traiter ces déchets, le stockage ou l'incinération. 36% des déchets ramassés sont stockés dans des déchetteries. Généralement, ils sont compactés et enterrés. La décomposition de ces déchets dans le sol est très lente et polluante. Et une fois la décharge pleine, il faut en ouvrir une autre. Ensuite, 30% des déchets sont incinérés, c'est-à-dire brûlés à très haute température. 100 tonnes de déchets incinérés sont ainsi transformés en 30 tonnes de mâche-fer, des résidus de combustion utilisés dans la fabrication des routes. L'incinération permet aussi de produire de l'énergie grâce à la chaleur. C'est la valorisation des déchets. Mais pour lancer la combustion, on utilise du gaz ou du fioul, et les fumées doivent être traitées pour moins polluer. Tu l'as compris, dans tous les cas, les déchets ont un impact négatif sur l'environnement. C'est pour cela qu'il faut moins en produire. Comment? En achetant mieux. Par exemple du fromage blanc, dans un grand pot plutôt qu'en portions individuelles. Ou des produits sans emballage.
Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pourquoi ne donne-t-on plus de sacs plastiques à la caisse? Regarde bien, on donne encore des sacs plastiques à la caisse. Mais depuis le 1er janvier 2016, un décret interdit la distribution de certains sacs plastiques. Tu trouves encore les grands sacs dont se servent tes parents à chaque fois qu'ils font les courses. Mais plus les petits, utilisés au rayon des fruits et légumes, chez le poissonnier, le boucher ou le fromager. Alors, pourquoi interdit-on certains sacs plastiques et pas tous? En fait, on interdit que les sacs à usage unique, car une fois utilisés, ils sont jetés, et beaucoup se retrouvent dans la nature et la polluent très longtemps. Il faut entre 100 et 400 ans pour qu'un sac plastique se dégrade complètement. Et jusqu'en 2015, on utilisait encore 17 milliards de sacs plastiques chaque année en France. 8 milliards d'entre eux étaient abandonnés dans la nature. La plupart se retrouvent dans les océans et contribuent à former ce que l'on appelle des continents de plastique, d'immenses plaques de déchets dérivant au fil des courants. Ces déchets sont mangés par les oiseaux, les tortues et bien sûr les poissons, qui finissent aussi dans nos assiettes. C'est pour freiner cette pollution généralisée que le ministère de l'écologie a décidé d'interdire l'utilisation de ces sacs plastiques. La solution? Les remplacer par d'autres, fabriqués avec des matières végétales qui ne polluent pas en se dégradant. L'amidon de maïs, par exemple. Mais il faudra encore des siècles pour débarrasser la nature de tout le plastique qui s'y trouve et qui la pollue. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi le 8e continent? C'est un continent très différent de l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe ou l'Océanie. Il ne s'est pas formé il y a des millions d'années, mais seulement des dizaines d'années. Comment? À cause de déchets produits par l'activité humaine. Eh oui, c'est un continent de déchets flottants qui pollue les océans. Ces ordures arrivent par les cours d'eau ou viennent des plages et des bateaux. Elles sont tenues ensemble par des courants tourbillonnants, appelés gyres, dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Le 8e continent est donc formé de 5 poubelles géantes, au nom appétissant de soupe de plastique. En 1997, le navigateur Charles Moore a découvert par hasard celle du Pacifique Nord. Depuis, il est devenu urgent de mesurer les effets de cette pollution. Poison mortel pour les animaux, poissons et oiseaux qui avalent du plastique. Alors, peut-on rayer de la carte cet encombrant continent? Il faut déjà le surveiller. C'est le projet de l'expédition 7e continent, qui explore les 5 gyres de la planète. Puis, nettoyer les océans, par exemple avec l'aspirateur géant du jeune Boyan Slat, prêt à fonctionner en 2016. Mais selon Charles Moore, l'important dans le futur est de réserver le plastique aux objets qui durent. Car pour la planète, le plastique, ce n'est pas fantastique. Une bouteille mettrait 450 ans à disparaître. Alors, dis non merci au sac jetable et dégaine ton panier durable. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Pourquoi y a-t-il des jours plus pollués que d'autres? En ville, il y a beaucoup de voitures, plein de gens qui chauffent leurs petits chez eux, et parfois des usines pas très loin. Tout cela produit de la pollution, des gaz et de minuscules poussières qui vont flotter dans l'air. En temps normal, ces particules sont poussées hors de la ville tout au long de la journée grâce à des mouvements d'air, comme le vent. Mais alors, pourquoi on parle de pic de pollution? Un pic de pollution, c'est quand l'air est très pollué pendant quelques jours. Et s'il est très pollué, c'est à cause d'une météo particulière. D'habitude, le soleil chauffe l'air près du sol. Cet air chaud monte dans l'atmosphère en emportant la pollution. Mais parfois, ce principe est déréglé et l'air pollué reste bloqué au sol. Par exemple, lors d'une journée ensoleillée d'hiver, l'air en altitude est plus chaud que l'air au sol. Du coup, l'air au sol ne monte plus, il reste sur la ville. Et s'il n'y a pas de vent, la pollution s'accumule. C'est pourquoi, durant ces jours, il faut absolument éviter les activités polluantes pour ne pas continuer de polluer l'air. Généralement, la mairie de la ville encourage les habitants à laisser leur voiture au garage et à préférer les transports en commun. Mais bien sûr, le mieux, ce serait de ne plus autant polluer l'air tout au long de l'année. Un défi pour les prochaines années. Tu te poses des questions?
envoie-les-nous. Et nous, on y répond. C'est quoi la couche d'ozone? L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère de la Terre. On le trouve à une distance comprise entre 20 et 40 km du sol. Pour se le représenter, on parle de couche d'ozone. Son rôle est de stopper certains rayons très dangereux du Soleil. Cette couche d'ozone est donc indispensable à la vie des hommes, des animaux et des plantes. Mais peut-être as-tu entendu parler de trous dans la couche d'ozone. Depuis les années 80, chaque printemps, des scientifiques observent une diminution de la moitié de la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. À l'automne, la situation revient à la normale. Le nom donné alors à cette mystérieuse disparition est trou. Mais comment ce trou est-il apparu? Avant, pour faire fonctionner les réfrigérateurs ou les bombes d'insecticides, on utilisait, sans le savoir, des produits chimiques très dangereux pour l'atmosphère. Ces produits se transforment en d'autres substances chimiques qui détruisent l'ozone. Et cette transformation a lieu à des températures incroyablement froides comme celles mesurées au pôle l'hiver. Devant la gravité de ce phénomène, de nombreux pays ont décidé d'agir. Ces substances polluantes ont été interdites dès 1987. Le hic, des scientifiques considèrent aujourd'hui qu'il faudra attendre 2065 pour que la couche d'ozone retrouve son aire initiale. Patience. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. C'est quoi une énergie durable? L'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines autour de nous, les voitures, le chauffage ou ta console de jeu. Et année après année, la population mondiale en consomme toujours plus. Du coup, il est important de trouver des sources d'énergie durables. Mais c'est quoi une source d'énergie durable? C'est une source qui va produire de l'énergie longtemps, et cela sans laisser aux générations futures un monde dégradé. Par exemple, le pétrole est une énergie très utilisée, mais polluante, et on va bientôt en épuiser le stock planétaire. Résultat, les hommes et les femmes de demain n'auront plus de pétrole et une atmosphère polluée, donc ce n'est pas une énergie durable. Parmi les énergies durables, il y a des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie hydraulique ou le bois. Ce sont des sources d'énergie dont les réserves ne sont pas limitées. Dans les énergies durables, on trouve aussi des énergies vertes, des énergies qui ne polluent pas, comme les éoliennes. Attention, une énergie renouvelable n'est pas forcément verte. Par exemple, brûler du bois, ça pollue, même si on peut faire repousser des arbres. Actuellement, les scientifiques cherchent à améliorer la production d'énergie en transformant des énergies non durables en énergies durables. Mais la meilleure façon de préserver notre planète, c'est avant tout de consommer moins d'énergie. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Comment se déplacer sans polluer? Aujourd'hui, dans les grandes villes, plus de 6 déplacements sur 10 se font en voiture. Ça bouchonne et ça klaxonne. Or, une voiture rejette 4 fois plus de CO2 qu'un bus dans l'air que nous respirons. Et là, ça tout saute. Faut-il alors continuer à privilégier l'usage de la voiture? Pas sûr, quand on sait que le vélo est le mode de déplacement le plus rapide dans les grandes villes, avec 15 km/h en moyenne contre 14 km/h pour la voiture. Et 9 trajets pour l'école sur 10 ne font pas plus de 1 km, soit seulement 10 minutes à pied. Marche, roller, vélo, autant de modes de déplacement qui ne dégagent pas de CO2, sauf un tout petit peu de sueur. Avec le principe du pédibus, par exemple, les élèves se rendent à pied de leur domicile à leur école, encadrés par des adultes. De plus en plus de villes installent des stations vélo payantes. Des milliers de vélos sont mis à disposition des citadins. À Paris, ces stations vélo proposent même des bicyclettes adaptées à la taille des 2-8 ans. Pour des trajets plus longs, les voitures électriques sont une option moins polluante. Certaines pourront même être rechargées par panneaux solaires. Dans les zones isolées, on peut même faire venir un minibus en bas de chez soi pour le prix d'un ticket. C'est le transport à la demande. Sinon, embarquer des passagers en covoiturage plutôt que d'utiliser chacun sa voiture permet de limiter ses émissions de CO2. Et dernière idée en date pour moins polluer, l'autopartage, qui consiste à louer sa voiture à d'autres conducteurs quand on n'en a pas besoin. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi la grande barrière de corail? Dans les océans, au ras de l'eau, vit un minuscule animal en forme de tube, le corail. Les coraux se groupent par milliers et leurs squelettes durs forment peu à peu un mur. À l'est de l'Australie, dans l'océan Pacifique, ce mur est immense, 2 fois plus long que la France. C'est la grande barrière de corail. Depuis quelques années, les coraux s'abîment. Tout le monde se demande comment l'Australie va sauver sa barrière. Mais pourquoi c'est important de protéger la grande barrière de corail? D'abord, parce qu'elle est très ancienne. Certaines parties de la barrière ont 18 millions d'années, plus vieux que les hommes préhistoriques. Ensuite, parce qu'elle abrite des milliers d'animaux différents. On y trouve 1500 sortes de poissons, 4000 espèces de coquillages, et des baleines, des requins, des tortues. C'est utile pour la pêche, les sciences, et ça favorise le tourisme. Cependant, les coraux sont très fragiles. Ils ont besoin d'une eau propre, claire, entre 18 et 30 degrés. Plusieurs dangers menacent les coraux. Le réchauffement et la pollution des océans, les cargos qui traversent la barrière. Depuis 1975, l'Australie a donc créé un parc naturel autour de la barrière. Des lois empêchent de l'abîmer. Et en 1981, l'UNESCO, une organisation des Nations Unies, a déclaré la Grande Barrière patrimoine mondial de l'humanité. Mais aujourd'hui, si l'Australie ne réussit pas à protéger la Grande Barrière de corail, l'UNESCO la classera patrimoine en péril pour alerter le monde entier. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi un réfugié climatique? Un réfugié est une personne obligée de quitter son logement et son pays parce qu'elle est en danger. Par exemple, cette personne cherche à fuir la guerre, ou bien des persécutions à cause de ses idées ou de sa religion. Mais les réfugiés climatiques, eux, qu'est-ce qu'ils fuient? Eh bien, par exemple, les habitants de certaines îles du Pacifique fuient la montée des eaux. Ailleurs, des paysans doivent quitter leurs terres, car les champs disparaissent à cause de la sécheresse et de la désertification. Le dérèglement climatique se traduit par des tempêtes très violentes qui forcent les gens à partir. Ils sont aussi considérés comme des réfugiés climatiques. Des millions de personnes sont déjà concernées, mais leur nombre devrait encore augmenter. En fait, une partie des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sont déjà des réfugiés climatiques, souvent victimes de sécheresse. Limiter le réchauffement climatique, c'est donc limiter ces catastrophes qui poussent les gens à partir. Il s'agit surtout de réduire l'utilisation des énergies polluantes, comme le pétrole ou le charbon, qui dérèglent le climat, et de les remplacer par des énergies propres, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, fournie par le vent. La conférence de Paris sur le climat, COP21, ne sert donc pas seulement à protéger les espèces animales et la nature en général. C'est la vie de centaines de millions de familles de par le monde qui est en jeu. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi le bio? Sur le menu de ta cantine, tu vois peut-être écrit pain bio ou pomme bio. Tu retrouves même ce mot sur des produits de beauté ou des produits d'entretien. Sur les emballages de produits alimentaires, tu peux aussi voir le sigle AB, qui veut dire agriculture biologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agriculture biologique? L'agriculture biologique est une façon de cultiver la terre qui respecte la nature et fournit des aliments bons pour la santé. Les agriculteurs font pousser des plantes adaptées à la saison, au climat, et les cueillent au bon moment. Ils n'utilisent pas de produits chimiques polluants pour enlever les mauvaises herbes ou tuer les insectes, mais des méthodes naturelles. Comme les coccinelles qui mangent les pucerons, ou bien du compost, un mélange de déchets végétaux qui rend les sols plus riches. Les animaux d'élevage vivent dans de bonnes conditions. Les poules ne sont pas élevées en cage, sous des hangars. Mais elles gambadent en plein air comme les vaches, qui broutent dans les pâturages en pleine nature. Le bio, ça paraît idéal. Mais est-ce vraiment si formidable? Car il y a de plus en plus de produits bio dans les supermarchés, mais aussi de plus en plus de questions. Ainsi, en France, on trouve aujourd'hui des aliments bio cultivés, loin, à l'étranger, par des ouvriers agricoles mal payés, qui travaillent très dur. Tout ça pour faire baisser les prix, car le bio reste cher à produire. Et acheter des produits bio reste inaccessible pour de nombreuses personnes. Tu te poses des questions?
Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi une centrale nucléaire? Une centrale nucléaire, c'est une usine où l'on produit de l'électricité à partir d'une réaction compliquée appelée la fission nucléaire. Déjà, il faut que tu saches qu'autour de nous, tout est composé d'atomes et que chaque atome possède un noyau. Et la fission nucléaire, c'est quand on fait exploser un noyau d'atomes pour produire une grande quantité d'énergie. Cette énergie est ensuite récupérée pour produire de l'électricité. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui, car les matériaux utilisés lors de la fission nucléaire sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils diffusent beaucoup d'énergie autour d'eux pendant très longtemps. Et cette énergie, si elle s'échappe, est dangereuse pour les êtres vivants. C'est pour cela que de nombreuses personnes s'opposent à la production d'électricité grâce au nucléaire et demandent la fermeture des centrales. Car même si aujourd'hui les centrales produisent beaucoup d'électricité pour peu cher et sans polluer l'air, il existe de vrais dangers. En effet, actuellement, on ne sait pas comment recycler les déchets radioactifs des centrales. On ne peut que les stocker. De plus, en cas d'accident, une centrale peut exploser et laisser échapper des produits radioactifs polluant l'environnement pour des centaines d'années. C'est ce qui s'est passé le 11 mars 2011 lors de l'accident de la centrale de Fukushima au Japon. Malgré ces risques, en France, les 3/4 de l'électricité sont fournis par les centrales nucléaires. Et on n'a pas encore trouvé de solution aussi efficace pour les remplacer. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi la COP 21? La COP 21 est une conférence internationale sur le changement climatique qui se déroulera le 30 novembre 2015 à Paris. COP veut dire conférence des parties. Les parties, ce sont 195 pays, plus l'Union européenne. Et 21 signifie que c'est la 21e édition. La première conférence date de 1995. Et depuis, les participants se voient chaque année pour limiter la montée des températures à 2 degrés Celsius en fin de siècle. Mais pourquoi cette COP 21 est si importante? Car beaucoup la qualifient de sommet de la dernière chance. Le dernier accord entre les parties date de 1997. C'était le protocole de Kyoto. Ce protocole prévoyait des objectifs pour les pays signataires jusqu'en 2020. Le sommet de 2009, à Copenhague, devait proposer une suite au protocole de Kyoto. Mais les discussions ont échoué. Les pays se sont donnés jusqu'à 2015 pour trouver une solution à leur désaccord. C'est donc cette année que se joue l'avenir de la planète. Pourquoi les parties sont en désaccord? Car il y a deux camps, les pays développés et ceux en développement. Les développés ont de l'argent et une industrie moderne. Ils peuvent supporter certaines contraintes écologiques. Les pays en développement, eux, sont déjà en retard sur leurs voisins. Et des contraintes supplémentaires liées à l'écologie les ralentiraient encore. De plus, la pollution actuelle est surtout due aux pays développés qui polluent depuis plus longtemps. Du coup, le défi de la COP 21 est de trouver un accord pour la Terre, quitte à ce que les pays développés investissent plus que les autres. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pourquoi l'affaire Volkswagen fait-elle scandale? Le groupe allemand Volkswagen est le plus gros fabricant de voitures dans le monde. Il a une réputation de sérieux et se vante dans ses publicités de faire des voitures fiables et peu polluantes. Or, une association américaine de protection de l'environnement vient de révéler que Volkswagen a triché de 2009 à 2015. Le constructeur a menti sur le niveau réel de pollution de ses moteurs diesel lors du passage des tests anti-pollution. Comment? En cachant un boîtier informatique dans ses voitures qui faisait croire qu'elles polluaient moins qu'en réalité. C'est un scandale qui salit l'image de l'industrie automobile, mais c'est aussi un scandale écologique. Pourquoi? Parce que la triche concerne des voitures équipées de diesel, un type de moteur particulièrement polluant. Les moteurs diesel rejettent en effet dans l'air des gaz d'échappement très nocifs pour l'environnement et encore plus pour la santé humaine. Ils sont à l'origine de troubles respiratoires comme l'asthme et même de maladies mortelles comme les cancers du poumon. C'est pour limiter les dégâts du diesel que les États imposent des règles et des tests très stricts aux constructeurs automobiles. Mais rendre une voiture diesel moins polluante, cela coûte cher. Et Volkswagen a préféré tricher plutôt que d'en payer le prix. Ainsi, sur la route, ces véhicules rejetaient en moyenne 10 à 40 fois plus de polluants que la limite autorisée. Ce scandale est d'autant plus fort qu'il éclate juste avant la COP 21, une mobilisation mondiale des pays pour limiter la pollution.
Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Pas plus de 2 degrés Celsius. D'où vient cet objectif pour le climat? Tous les chefs d'État se réunissent à Paris fin novembre pour la COP 21, une conférence sur le climat. Leur but? Limiter le réchauffement de la Terre à 2 degrés en 2100 par rapport à 1880, au début de l'ère industrielle. Mais pourquoi pas 1 ou 5 degrés? Comment ce chiffre a-t-il été décidé? Une partie de la chaleur que nous envoie le Soleil est absorbée par notre planète et une autre est renvoyée dans l'espace. Le souci, c'est que les usines, l'agriculture et les transports fabriquent des gaz qui emprisonnent la chaleur autour de la Terre. C'est l'effet de serre. La moyenne des températures des continents et des océans sur un an est aujourd'hui de 15 degrés. Depuis 1880, cette moyenne a augmenté de 0,8 degrés. Et si rien ne change, elle montera de 4 à 6 degrés d'ici à 2100. Les responsables politiques ont donc décidé de fixer une limite à 2 degrés, même si certains trouvent que c'est encore trop. En fait, les scientifiques pensent qu'en dessous de 2 degrés, les humains et les animaux pourront s'adapter. Au-delà, ce sera plus compliqué. Certaines conséquences semblent déjà inévitables. Plus de canicules, de sécheresses, mais aussi de tempêtes et d'inondations. Il s'agit donc d'éviter des bouleversements encore plus importants. Mais arrêter le réchauffement, c'est dur. Il faut changer notre manière de fabriquer, de manger, de se déplacer. 2 degrés, ça te paraît peu? Pourtant, quand tu as 39 de température au lieu de 37, tu sens que tu es malade. C'est pareil pour la planète. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? C'est quoi la Conférence internationale des jeunes pour le climat? Du 26 au 28 novembre 2015, plus de 5000 jeunes se retrouvent en région parisienne pour proposer leurs solutions pour le climat. Les participants sont âgés de 15 à 25 ans et ils viennent des 4 coins du monde pour cet événement appelé COI 11. La COI 11 se déroulera en même temps dans 8 autres grandes villes du monde pour que plus de jeunes puissent y participer. Cette conférence internationale a pour but d'aider la nouvelle génération à bâtir des projets écologiques grâce à des conférences et des ateliers. Mais pourquoi créer une conférence spéciale pour les jeunes? Car ils seront les plus impactés par le changement climatique. Ce sont eux qui verront les résultats des actions mises en place aujourd'hui. Et en 2050, certains de ces jeunes seront les dirigeants de notre monde. C'est pour ça qu'un tel événement est organisé, pour que les moins de 25 ans participent et soient sensibilisés aux problèmes écologiques. Et ils le sont déjà. La plupart des jeunes sont alarmés par l'avenir de la planète et souhaitent agir pour sa protection. Quand on leur donne la parole, leurs propositions sont tout aussi intéressantes que celles des adultes. Par exemple, un collège de Douai, dans le Nord, propose au supermarché de réserver un étal aux fruits et légumes locaux. Ou un inventeur de 21 ans, Boyan Slat, a imaginé un système efficace pour nettoyer les océans de la pollution plastique. Tous les jeunes ont leur mot à dire pour lutter contre le réchauffement climatique, car c'est à eux d'inventer la vie de demain. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Les 12 solutions des enfants pour le climat. Pour réduire la pollution, on utilise les transports en commun ou on monte à plusieurs dans la même voiture. On se déplace à vélo, en trottinette ou à pied pour les petits trajets. Et on réserve la voiture aux longs voyages. On fait attention à bien éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques que l'on n'utilise pas. Pour ne pas trop dépenser l'électricité, on n'allume pas la lumière quand il fait jour et on ouvre les volets. On choisit des fruits et des légumes de saison, car sinon ils sont cultivés dans des serres chauffées ou viennent de loin par avion et camion, ce qui consomme beaucoup d'énergie. On mange moins de viande, comme ça on élève moins de vaches, qui sont alors moins nombreuses à péter et à rôter du méthane, un gaz qui pollue l'air. Quand il fait froid, au lieu d'augmenter le chauffage, on met un bon pull, des chaussettes épaisses et des pantoufles fourrées. L'été, si on a trop chaud, plutôt que d'utiliser la clim, on se sert d'un éventail et on se met torse nu pour les garçons et un débardeur pour les filles. On trie bien ces déchets pour éviter de brûler des bouteilles ou des canettes. Elles seront recyclées en de nouveaux objets, comme des polaires et des vélos. Comme on sait que les arbres absorbent le gaz carbonique, on peut en planter plus et protéger les forêts. On demande aux adultes de voter des lois pour obliger les usines et les voitures à moins polluer. Pour recharger nos consoles, ordinateurs, tablettes, portables ou brosses à dents,
on voudrait utiliser facilement l'énergie de l'eau, du vent et du soleil. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Quelles décisions ont été prises à la COP 21? En décembre 2015, 195 pays réunis à Paris sont parvenus en quelques jours à un accord pour lutter contre le changement climatique. Cela signifie que le climat est une cause planétaire et que pour la défendre, la planète entière est solidaire. Mais ces pays, maintenant, que vont-ils faire? Déjà, le 22 avril à New York, signer l'accord et s'engager à l'appliquer dès 2020. Cette étape s'appelle la ratification. Espérons qu'au moins 55 pays signeront. C'est le minimum pour que l'accord, dont le but est de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, soit adopté. Cette limite est nécessaire pour éviter, par exemple, la disparition de grandes îles sous la montée des océans. La lutte contre le réchauffement passe par le développement d'énergies renouvelables, telles l'éolien et le solaire, ou la biomasse qui transforme des déchets en énergie. As-tu entendu parler de ce bus anglais, fier de rouler au caca? L'accord prévoit que chaque pays agisse selon ses moyens et sa responsabilité dans la pollution mondiale. Ainsi, les pays industrialisés, dont la France, aideront financièrement les pays pauvres à passer aux énergies propres. C'est la plus belle décision de cet accord, celle de l'entraide entre pays dans le combat pour l'écologie. L'autre grande décision est d'interdire tout retour en arrière. Tous les 5 ans, les pays devront s'engager vers de nouveaux progrès. Mais si l'accord les oblige en théorie à agir, c'est aux États de décider de ce qu'ils font. Dans ta vie future, tu pourras juger de l'efficacité de leurs actions. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Où en est-on des accords de la COP 21? La COP 21, c'est la 21e conférence sur le climat qui a réuni plus de 195 États à Paris en décembre 2015. L'objectif, limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Pour cela, les pays présents ont défini plusieurs actions à mener. La principale consiste à remplacer peu à peu l'utilisation des énergies fossiles trop polluantes, comme le pétrole et le charbon, par des énergies renouvelables, l'éolien et le solaire. Et alors, ces actions ont déjà été mises en place? Non, pas officiellement. Il y a plusieurs étapes à franchir avant. D'abord, le 22 avril 2016, les pays sont invités à New York, au siège des Nations Unies, pour signer les accords pris à Paris. Les absents auront encore 1 an pour le faire. Et pour être valables, les accords doivent être signés par au moins 55 pays, parmi les plus pollueurs, dont les États-Unis et la Chine. Ensuite, les pays devront faire valider ces accords au niveau national, par exemple par un vote de leur Parlement. Puis des réunions internationales détermineront la manière dont devront agir chaque pays, grandes entreprises et métropoles qui se sont engagées à limiter leur pollution. Ce n'est qu'après ce travail préparatoire que les actions décidées en 2015 à Paris seront officiellement mises en place en 2020. Et si un pays ne respecte pas les accords? Pour le moment, aucune sanction n'est prévue. Chacun doit faire preuve de bonne volonté. Tu vois, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que les accords de la COP 21 soient appliqués. Mais nous sommes sur la bonne voie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.